Est-ce que quelques contrats juteux valent une guerre à long terme? Monsieur Chevènement avait dit tout à l'heure qu'il s'était opposé à une guerre parce que ce n'était pas dans l'intérêt de la France. Moi, je pense qu'aucune guerre n'est dans l'intérêt d'aucun pays, fondamentalement. Ça ne profite qu'à quelques dirigeants cupides. Et ça se vérifie tout le temps, je veux dire, à travers l'histoire. Donc même l'intérêt de la France, je pense qu'il n'y a aucune guerre qui n'est dans l'intérêt. L'intérêt vrai, c'est de construire des rapports harmonieux et durables avec les autres pays. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Que d'accord avec vous, madame. Je n'ai rien ajouté à ce que vous avez dit. C'est évident. Et je considère que la politique française en Syrie, telle qu'elle se développe depuis 2011, 2012, et même avant d'ailleurs, est fondamentalement erronée. Hein, je pense que pour la comprendre, il faut avoir en tête l'arrière-plan iranien. Parce qu'effectivement, c'est l'alliance entre la Syrie et l'Iran qui fait de la Syrie un objectif et un régime qu'un certain nombre de pays, pas seulement dans la région, ont voulu déstabiliser. Hein. Mais je considère que cette politique a un coût humain effrayant. J'écoutais monsieur le professeur vous parler des centaines de milliers de victimes et de personnes déplacées. C'est absolument effrayant. La responsabilité collective de ceux qui auront prolongé cette guerre inutile. Alors évidemment, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas des responsabilités aussi de l'autre côté. Je dirais que il n'y a pas un monde noir et blanc. Hein. Je dirais qu'il y a des choses à dire sur les raisons profondes pour lesquelles on est arrivé à ce chaos. Hein. Les responsabilités ne sont pas uniquement du côté des puissances occidentales, disons les choses telles qu'elles sont. Bien sûr, elles ont leurs responsabilités, mais il y a aussi l'absence de démocratie. Il y a aussi, je dirais, une manière de concevoir la vie sociale qui peut-être aurait pu gagner à être améliorée. Hein. Bon, je ne m'exprime qu'avec précaution. Je ne suis pas pour l'ingérence. Hein. Je dirais que j'ai manifesté quand même que j'étais même plutôt contre. Donc, je considère que ce qui se passe en Syrie est dramatique. Plus tôt on arrivera à une solution pacifique, mieux cela vaudra. Mais ça suppose qu'il y ait un gouvernement qui cherche véritablement à exercer un rôle de médiation. Donc ma question concerne les 7 millions dont M. Haddad a cité, les 7 millions de réfugiés déplacés, dont 1 million presque en Europe. À mon stupéfaction, j'ai découvert que la plupart de ces réfugiés en Europe, une fois leur statut déclaré, on leur donne la nationalité apatride. C'est-à-dire qu'il y aura 1 million, grosso modo, parce que la plupart des réfugiés syriens ne sont pas en conflit politique avec le gouvernement syrien. Ma question, c'est pourquoi apatride alors que l'État syrien existe toujours? Et même si quelques pays européens n'ont pas de relations diplomatiques, il y a toujours de représentation de cet État en Europe. Et c'est le même cas pour les Palestiniens, qui sont aussi déclarés systématiquement apatrides, alors que 132 pays ont reconnu cet État palestinien. Ça présage quelque chose préparé dans le futur. Donc, à n'importe qui politique, M. Chevènement, ou la députée qui était là du Parlement européen. Seul un tribunal syrien pourrait les priver de leur nationalité syrienne. Hein. Non, je ne crois pas. Apportez-moi des preuves de ce que vous avancez. Je ne crois pas non plus que ça soit possible, monsieur. Autre question, oui. Oui, ma question est pour monsieur Chevènement. Vous disiez tout à l'heure sur Obama que c'était un grand homme, du fait de ne pas avoir attaqué la Syrie. Mais est-ce que vous ne pensez pas que le fait de bombarder l'armée syrienne, ça aurait déclenché une guerre frontale contre l'Iran et la Russie et que de toute façon, il n'avait pas ce choix-là? Ça aurait déclenché une guerre frontale contre l'Iran et la Russie. Contre l'Iran et la Russie. Je ne pense pas, monsieur. Je pense que la Russie... D'ailleurs, il me semble avoir entendu à l'époque certains de ses responsables, M. Lavrov, dire que bien évidemment, s'il y avait des frappes occidentales en Syrie, la Russie les condamnerait, mais ne répondrait pas par des frappes qu'il ne fallait pas s'y attendre. Je pense que la Russie, enfin à l'époque où elle était encore l'URSS, n'est pas intervenue au moment de la guerre, la première guerre du Golfe, hein,
pour protéger l'Irak, qui était pourtant son allié, avec lequel elle avait une alliance, et à plus forte raison, je dirais, dans une hypothèse comme celle-là, il y aurait eu évidemment des condamnations verbales, mais il n'y aurait certainement pas eu de guerre, parce que les dirigeants russes sont quand même des gens qui connaissent les rapports de force. Question. Madame, allez-y. Je voulais juste savoir, c'est pour M. Chevènement, qui insiste là depuis le début, que c'est une guerre menée par l'Occident, entre autres, et en même temps, c'est une guerre civile. Vous l'avez mentionné à plusieurs reprises que c'est une guerre civile. Alors là, j'ai du mal à voir en quoi la situation en Syrie, la guerre en Syrie, est une guerre civile. Si on va parler des minorités ou des... En fait, je ne sais pas, je suppose que la France, d'après ses alliés, ses relations, peut savoir que la situation en Syrie, ce n'est pas une guerre civile. Et ça n'a jamais été. Elle n'a jamais été une guerre civile. Et depuis le premier jour, la France insiste et tire sur ce côté-là. Et depuis le premier jour, la diplomatie de la France est absente. Vous laissez Bernard-Henri Lévy et M. Kouchner. C'est ça. Alors, ou l'une ou l'autre. Ici, je représente, je suis la seule Syrienne, je ne suis pas franco-syrienne, je suis syrienne. Et dès le début, on a été mis à l'écart. Vous ne voulez pas nous entendre. Et nous, les Syriens, de l'autre rive, de l'autre côté de la blessure, on voit vraiment dans la France un partenaire en notre sang. Vous êtes partenaire, vous soutenez Daesh, vous soutenez les groupes islamistes. C'est ça, c'est ce qu'il faut dire. Polémiquer avec vous, parce que je pense que sur beaucoup de sujets, nous sommes d'accord. Je me suis exprimé plusieurs fois sur la question syrienne. J'ai toujours dit qu'il y avait effectivement superposition d'un affrontement entre le pouvoir et son opposition, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Je crois me rappeler que les frères musulmans étaient présents en Syrie depuis très longtemps. 1982, ça doit vous dire quelque chose. Hama, il y a une histoire, il y a toute une... Je ne pense pas que la France était du côté des frères musulmans. Je ne pense pas. Mais voilà, c'est un aspect de la question. Par ailleurs, il y a l'armée syrienne libre, la coalition nationale syrienne, qui se sont constituées en 2011 en Turquie. Donc ce sont des Syriens. Ils se promènent partout dans le monde et ils viennent en France. Et moi, je rencontre des Syriens, mais de tous bords. J'ai donc, comme parlementaire, procédé à l'audition d'une délégation à qui j'ai posé un certain nombre de questions, puisqu'ils n'étaient pas unis entre eux. Donc je leur ai dit, il serait peut-être quand même souhaitable que vous trouviez une plateforme pour vous unir avant de prétendre nous demander quelque chose. Voilà, j'ai vu aussi d'autres Syriens qui représentent soit des chrétiens, soit des gens qui soutiennent le gouvernement. Je dirais que j'essaye de me faire une opinion. Je vous le répète, je ne suis pas un spécialiste, mais je pense que nous avons une surimposition de deux types de conflits, et même de plusieurs encore, parce que la Turquie a sa vision néo-ottomaniste, puis les monarchies pétrolières sont évidemment très contre l'Iran et essayent de saper l'alliance qui existe entre l'Iran et la Syrie depuis très longtemps, qui au départ existait contre l'Irak de Saddam Hussein. Donc c'est une vieille histoire, permettez-moi de vous le dire. Donc voilà. Je voudrais seulement faire deux remarques. J'ai entendu beaucoup parler du conflit entre sunnites et... Oh, ça va aller. J'ai entendu beaucoup mentionner le conflit entre sunnites et chiites. Moi, je pense que c'est un faux conflit. Enfin, il a instrumentalisé le conflit religieux. Et je pense parce que les sunnites et les chiites... Je crois que le grand triomphe de la diplomatie occidentale et de la diplomatie américaine, pour ne pas la nommer, et peut-être israélienne, mais enfin américaine, disons, mais occidentale de façon générale, c'est d'avoir réussi à persuader les Arabes, au moins certains Arabes, ceux du Golfe notamment, que l'ennemi numéro un, c'était pas Israël, mais que c'était l'Iran. Ça, je crois que c'est un chapeau pour c'est un grand triomphe diplomatique, ça, je pense. Donc, c'est la première remarque.
la deuxième remarque que je ferai, moi, c'est entre les relations entre la Russie et la Syrie. Moi, je ne crois pas qu'on puisse dire qu'en 2013, monsieur le ministre, excusez-moi, mais j'ai trouvé tout ce que vous avez dit plus intéressant. Je suis souvent d'accord avec vous, mais je ne pense pas qu'en ce qui concerne les relations entre la Russie et la Syrie, je ne pense pas que ce soit une relation comme ça. Autrement dit, que dès que ça tape, on laisse tomber. Je ne crois pas du tout ça. Moi, j'ai suivi les déclarations, c'est un conflit que je suis au jour le jour et de très très près, les déclarations des dirigeants russes notamment, des dirigeants syriens, des dirigeants iraniens. Je n'ai jamais entendu M. Poutine dire « je ne ferai pas la guerre pour la Syrie ». Je ne déclarerai pas la guerre, effectivement, mais il n'a jamais dit « je ne réagirai pas si les Américains, s'il y avait des frappes ». Je crois savoir, c'est quand même des informations qui circulent à propos de cette crise des armes chimiques, disons que si Obama, il y a plusieurs versions, il y a sa version à lui, comme quoi il a voulu s'opposer au fond à la décision de frappe punitive que voulait lui imposer ses services, les services spéciaux, les militaires, les universitaires, les think tanks, etc. Bon, et qu'il voulait affirmer son pouvoir de président. Et il était tellement excédé de voir qu'on lui proposait frapper, qu'il a dit je ne frapperai pas pour affirmer son autorité. Ça l'agaçait tout simplement. C'est ce qu'il dit dans son interview, Jeffrey Goldberg de American Interest. Ensuite, je crois que parmi les raisons, il avait quand même une procédure d'impeachment qui était en l'accusant de se comporter comme le chef d'un État voyou quand même au moment où il hésitait, quand il a demandé l'avis du Congrès. Et enfin, il y avait un troisième élément qui, je pense, là où on rejoint la Russie. Je crois qu'on dit beaucoup quand même, ce sont des sources bien informées qui disent que finalement, il y a eu quand même une tentative pour tâter les défenses russo-syriennes en août 2011, à la fin du mois, au moment où les Américains s'apprêtaient à frapper punitivement, parce que c'est une manie, et que finalement, il y a eu deux missiles qui ont été envoyés en direction de la côte syrienne, la côte méditerranéenne, et que l'un a été détourné et l'autre a été abattu, ce qui aurait affaibli et échaudé, je dirais plutôt, refroidi les ardeurs guerrières du président Obama. Ça est la procédure d'impeachment. Après, sa conscience, c'est autre chose, parce que moi, je pense que M. Obama est un néoconservateur qui s'ignore, et quand on l'écoute justifier son bilan, je ne vois aucun des thèmes, des lubies néoconservatrices, il n'en récuse aucune, il les accepte et il les fait siennes. C'est un peu comme Mme Clinton. Et je pense qu'aux États-Unis, dans l'époque actuelle, et pour un avenir à durée indéterminée, il y aura toujours un président républicain ou démocrate, mais il sera toujours néoconservateur. Il devra adopter les thèses néoconservatrices, autrement il ne sera pas élu, ou s'il est élu, ça sera par erreur et il ne restera pas longtemps. C'est ce que je veux. Bonjour. Ma question est pour Monsieur Guigues, qui a parlé tout à l'heure de l'importance en fait Oui, je crois qu'il est éteint en fait. Non, c'est pas ça, D'accord, ok. D'accord, je vais parler sans micro alors. Et puis pour Monsieur Chevènement aussi, qui a été peut-être à l'intérieur de nombreux gouvernements, donc qui pourrait peut-être apporter sa vision. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, les relations avec Israël sont assez fortes en France. Or, aujourd'hui, on a peut-être une option de changement pour l'avenir, qui est l'accord avec l'Iran, que la France a signé un peu du bout des doigts, mais qui a signé quand même. Moi, je travaille aujourd'hui à l'ambassade de France en Jordanie, au service culturel, et puis on le voit assez fortement qu'il y a un petit bouleversement. Est-ce que vous pensez que 80 millions de personnes avec un très fort attrait pour la consommation française, enfin l'industrie française, le pétrole, le gaz et toutes les ressources que peut vendre l'Iran, cette espèce de coopération avec l'Europe de manière générale pourrait changer la donne et pourrait amener la politique française à changer sa vision au Moyen-Orient vis-à-vis d'Israël, car on le sait, la réconciliation entre Israël et l'Iran est quand même loin d'être faite et s'inscrit plutôt dans la durée. Ma réponse est claire, elle n'engage que moi, non. Non, ça ne changera rien. Ce n'est pas parce qu'on va faire du business avec l'Iran, ce qui, au demeurant, n'est pas une mauvaise chose. Il faut absolument que l'Iran réintègre le concert des nations et qu'on mette fin à cette situation d'ostracisme dans ce grand pays, riche d'une culture plurimillénaire, a été victime pendant trop longtemps. Mais à mon avis, ça n'aura pas d'influence sur la diplomatie française à l'égard du conflit israélo-palestinien. Non, tant que les dirigeants de ce pays, à la fois politiques, économiques, culturels, médiatiques, sont sous l'emprise d'un lobby pro-israélien dont on a parlé tout à l'heure, et donc à propos duquel il ne faut se faire aucune illusion sur sa prochaine disparition ou son affaiblissement. Il n'a jamais été aussi fort qu'aujourd'hui. Bon.
Ben, si ce n'est qu'en France, on n'a pas le droit d'en parler, mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Aux États-Unis, des universitaires peuvent écrire un livre sur l'influence du lobby pro-israélien sur la politique étrangère américaine, sans que ça déclenche quand même un tollé extraordinaire. En France, vous faites un froncement de sourcils sur cette question et vous êtes limogé, banni, condamné, traité d'antisémite, etc. Donc je pense que l'osmose entre les élites dirigeantes de notre pays, malheureusement, qu'elles soient de droite ou de gauche, et ce lobby est durable, malheureusement, parce qu'elle induit une politique qui va à l'encontre des intérêts de la France éternelle. Voilà le problème. Je voudrais même ajouter un petit point, c'est que ça ne date pas d'hier. Il suffit de relire les mémoires de Maurice Couve de Murville, qui indique ce qu'il a fait quand il est arrivé au Quai d'Orsay. Il a constaté une quasi-fusion des ministères des Affaires étrangères, mais surtout des ministères de la Défense de la France et d'Israël. On connaît l'origine française de la bombe nucléaire israélienne. Et il dit dans ses mémoires, c'est un diplomate, hein, un des plus grands diplomates que nous ayons jamais eu, Maurice Couve de Murville, et il dit dans ses mémoires, que je vous invite à relire, parce que c'est un petit bijou de leçons diplomatiques, Maurice Couve de Murville dit « J'ai patiemment, lentement travaillé à la dissociation des forces et des personnes d'un pays étranger aux intérêts français. » Et eh bien, le retour de bâton va se faire très rapidement, mais il faut dire que la SFIO de Guy Mollet, la 4e République, laisse en 57-58 au général de Gaulle et à Maurice Couve de Murville une quasi-fusion, pour reprendre le terme de Couve de Murville, des ministères de la Défense français et israélien. Israël, à ce moment-là, n'est pas forcément beaucoup soutenu par les Américains, ni par les Soviétiques. Israël a un mono allié, si je puis dire, qui est la France, mais qu'elle vampirise progressivement, et notamment par le biais des ministères et des forces stratégiques. Eh bien, le retour du bâton que le général de Gaulle a subi sous toutes les formes que vous connaissez, de par la guerre israélo-arabe et sa position qu'il a prise, eh bien, fait tellement peur aux dirigeants d'aujourd'hui qui manquent singulièrement de courage qu'ils ne sont pas prêts de, à nouveau, faire cette dissociation géopolitique, géostratégique. Je voudrais donner un élément factuel quand même, parce que ça fait plusieurs fois que l'erreur est faite. Quand on consulte les documents diplomatiques français de cette époque-là, il faut savoir qu'au départ, le deal avec Israël, c'était de les aider à construire une industrie nucléaire civile. D'accord ? Et il y avait des engagements très clairs, contractuels, pour fournir la quantité d'uranium et de manière exclusive par la France pour construire du nucléaire civil. Et c'est Israël qui a effectivement trahi ce contrat en allant effectivement chercher de l'uranium en Afrique du Sud et se doter de l'arme atomique. Et ce n'est pas la France qui avait décidé de doter Israël de l'arme atomique. Non, mais nous n'étions pas dupes non plus et nous n'avons rien fait pour l'en empêcher. Ce qui revient au même. Oui, oui. Non, mais ça revient au même. Il y a trop de sujets passionnels qui viennent d'être évoqués. Je voudrais répondre à une question qui m'a été posée sur l'attitude de la Russie. Je pense que la Russie n'aurait pas pris le risque d'une guerre mondiale. C'est tout ce que j'ai voulu dire. Elle est intervenue intelligemment pour faire en sorte que le projet de détruire les arsenaux chimiques syriens se substitue au projet de frappe occidentale. Et s'agissant d'Obama, je crois que l'erreur qu'il a commise, c'est d'avoir parlé de ligne rouge. À un certain moment, il est devenu prisonnier, en quelque sorte, des propos qu'il avait tenus. Et j'ai eu l'occasion de voir la pression qui s'exerçait pour dire qu'effectivement, il y avait des armes chimiques qui avaient été employées par le régime syrien. Donc là-dessus, il faut être tout à fait clair. La Russie est intervenue quand il le fallait, avec des moyens importants d'ailleurs, et qui ont permis de redresser une situation compromise. Ça devait être en septembre 2015. Mais pour le reste, je persiste à vous dire qu'il n'y aurait pas eu d'une prise de risque aussi colossale. Maintenant, on ne va pas s'embarquer sur des débats qui nous conduiraient trop loin. De même que je ne partage pas le point de vue de M. Guigues. Je pense qu'il y a des hommes politiques qui sont totalement indépendants sur la question qu'il a évoquée, c'est-à-dire le problème israélo-palestinien.
moi, je me sens totalement indépendant. Hein, je ne suis l'agent d'aucun lobby. Et s'agissant des rapports... Excusez-moi, au nom de notre vieille amitié, j'ai dit les dirigeants actuels de la France, donc vous ne faites pas partie. Non, mais ces dirigeants se renouvellent. Et je voudrais dire que la question des rapports entre les trois monothéismes nous entraînerait beaucoup plus en amont des croisades encore que nous avons failli le faire à plusieurs reprises. Donc on ne va pas aborder ce sujet qui est évidemment un sujet très compliqué, mais ces rapports, en Europe en tout cas, n'ont pas été bons entre juifs et chrétiens, disons, tout au long du Moyen-Âge, jusqu'au XIXe siècle et à la Deuxième Guerre mondiale. Je ne vous rappellerai quand même pas ce qui s'est passé. Disons qu'on ne peut pas faire totalement abstraction de cette histoire. Hein. Maintenant, je le dis non pas pour ouvrir un nouveau débat, mais pour dire qu'on a intérêt à prendre beaucoup de recul par rapport à des questions qu'on ne doit pas simplifier à l'excès. Ce discours est-il audible à Gaza? Monsieur le ministre, c'est peut-être pas audible, mais il est vrai. Ils sont simplifiés à l'excès en ce qui concerne la Syrie. C'est caricatural. Non, je prends plus de questions. On doit conclure, donc je vais laisser M. Reveilla.